L'IREMO est heureuse de vous accueillir ce soir. Ça marche? Oui, c'est bon. Et ce soir qui se trouve être en fait le lendemain du début de la révolution tunisienne. Parce que vous savez qu'il y a deux débuts à la révolution tunisienne. Il y a le début des gens de l'intérieur et le début des Tunisiens. Le début des gens de l'intérieur, c'est le 17 décembre. C'est l'immolation de Mohamed Bouazizi. Et c'est ce cri de révolte contre la misère, et une misère qui fait perdre la dignité, qui donne un sentiment d'injustice insupportable, qui va jusqu'au sacrifice de soi-même. Donc, nous abordons aujourd'hui avec nos invités Mohamed Ali Marouani et Ella Yousfi, qui appartiennent tous les deux au cercle des économistes arabes et qui sont tous les deux maîtres de conférences, professeurs, l'un pour ce qui concerne Mohamed Ali Marouani à Paris 1er Sorbonne et l'autre à Paris 9 Dauphine. Nous abordons ce qui a été le point de départ de la révolution tunisienne, la révolte contre la misère, contre la répartition totalement injuste des moyens de production et des revenus entre la côte et l'intérieur, et qui ensuite s'est transformée quelquefois à Tunis en une querelle un peu byzantine, mais enfin c'est pas tout à fait étonnant d'avoir des querelles byzantines à Tunis, des querelles byzantines sur la constitution, la place des femmes, etc. Querelles pas du tout inutiles, mais qui ne correspondaient pas, qui ont pris le devant de la scène, alors que le fond de la révolte tunisienne, de la révolution, c'est quand même de graves problèmes économiques, de graves problèmes d'injustice sociale qui ont fini par tout bouleverser. Alors, Mohamed Ali Marouani prendra la parole le premier pour faire un bilan de la situation économique de la Tunisie. Et Ella Yousfi, elle, abordera plutôt les aspects sociaux, le rôle de l'UGTT dans la révolution. Voilà. Donc je passe tout de suite la parole à Mohamed Ali Marouani. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et merci au public d'être là pour nous écouter. Donc je vais commencer par dresser rapidement un bilan de la période actuelle. C'est quelque chose d'assez connu qu'on entend beaucoup dans les médias, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'insisterai plus sur les causes et sur les problèmes structurels qui me semblent les plus importants. Donc la situation actuelle, comme tout le monde le sait à peu près, et puis comme ailleurs dans le monde, y compris en Europe d'ailleurs, on a donc une faible croissance, autour de 2,7 cette année, un taux de chômage élevé, plus de 15%, un déficit public et extérieur élevé, plus de 8%, les deux. Et le problème, c'est que le déficit public est essentiellement dû à des dépenses de fonctionnement, pas des dépenses d'investissement qui seraient avantageuses pour l'avenir. On a une baisse des flux de capitaux, un tourisme en berne, une inflation plutôt élevée, autour de 6%, et un risque de et un risque de difficulté de financement au niveau international, puisque les agences de notation ont baissé plusieurs fois la note de la Tunisie, donc on a un problème avec les marchés de capitaux privés. Du coup, il reste les organisations internationales et ils commencent à avoir des soucis avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les bailleurs traditionnels. Donc il y a un risque que la Tunisie se retrouve dans un tête-à-tête avec le FMI, ce qui, comme vous le savez, n'est pas très bien, parce que dans ce cas, le FMI impose les conditions les plus dures. Alors tout ça, c'est très négatif, mais en fait, on constate aussi, bizarrement, enfin, je ne sais pas si c'est bizarre ou pas, mais quand même une forte résilience de l'économie tunisienne. Parce que face à tout ce qui s'est passé, on aurait pu avoir une croissance négative, on aurait pu avoir un chômage qui double, on aurait pu avoir... c'est pas la Grèce, je veux dire, c'est quand même, malgré tout ce qui s'est passé, je vais essayer d'énumérer les causes, on constate quand même une résilience assez impressionnante. Et moi, j'avoue qu'on aurait pu s'attendre à pire. Alors, quelles sont les causes? L'une des causes, c'est la crise dans le monde, et notamment en Europe, avec la baisse des flux de capitaux, que ce soit les IDE, les transferts des migrants, la baisse des exportations. Donc, on exporte essentiellement en Europe 3/4 des exportations de la Tunisie. Donc, les commandes, il y a moins de commandes du secteur automobile, enfin, beaucoup des secteurs pour lesquels on travaille beaucoup comme sous-traitant, donc ça baisse.
Les prix du pétrole ont augmenté, et nous on est importateur net de pétrole, donc ça nous coûte énormément via une caisse de compensation, parce qu'en Tunisie le pétrole est subventionné par l'État. Donc l'augmentation du prix mondial du pétrole, plus la dévaluation du dinar, ça a des effets catastrophiques sur le budget de l'État. Et évidemment l'incertitude politique. Bon, ça tous les analystes le disent, je ne vais pas insister sur ça, parce qu'on va parler de ça tout le temps. Mais il y a d'autres choses dont on parle peut-être un peu moins. C'est par exemple, il y a eu en 2011 un arrêt de la production du phosphate qui depuis a repris, mais à un rythme beaucoup moins important. Or, c'est l'une des plus principales exportations de la Tunisie. Donc il y a des pertes en milliards de dinars d'exportation sur plusieurs années. Et la Tunisie a perdu son rang parmi les principaux exportateurs de phosphate. Le tourisme, évidemment, ça ne marche pas bien avec l'instabilité. Et puis la peur de l'islamisme en Europe n'arrange pas les choses. Conflit dans les pays voisins, en Libye notamment, donc il y a un marché très important et qui traditionnellement prenait beaucoup de migrants. Donc ça aussi, ça n'arrange pas plus les choses. Et un facteur peut-être dont les gens parlent moins, c'est le fait que, et j'y reviendrai pas mal par la suite, c'est que les investisseurs attendent, notamment les investisseurs internes, pas seulement à cause de l'instabilité, mais parce qu'ils attendent l'émergence d'un nouveau patronage politique. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes d'affaires, notamment pour les affaires les plus lucratives, aiment savoir avec qui ils vont faire des affaires. Et donc, ils veulent savoir qui, au niveau de l'État, va les patronner. Et donc, tant que ça, c'est pas très clair, tant que le bagarre politique n'a pas encore d'issue claire, ils gardent leur argent au chaud, ils le placent à l'étranger, ils le mettent peut-être dans des bâtiments ou des terres, mais pas d'investissement. Pour les investisseurs étrangers, c'est plus l'incertitude à la limite que ça. Parce que l'investissement étranger est moins lié au pouvoir politique en Tunisie. Alors, l'autre phénomène caractéristique de cette période, ça a été une hausse des embauches et des salaires dans le public. Donc, ça peut avoir un effet positif comme une politique keynésienne, donc de relancer la croissance, mais le problème, c'est que ça a un effet dramatique sur le budget. Donc, l'espace fiscal pour relancer l'investissement public, notamment dans les régions défavorisées, est très faible. Si on met de l'argent pour embaucher dans le public et augmenter les salaires publics, ça laisse moins de marge. Et il y a aussi le problème de la gestion des entreprises publiques. Donc, les entreprises comme Tunisair, ou les phosphates d'ailleurs, ont vu leur embauche exploser ces dernières années, déjà qu'elles étaient, certains pensent, surstaffées. Donc elles se retrouvent dans une position avec des déficits énormes, et c'est à l'État de devoir payer ce déficit. Donc voilà, il y a tous ces problèmes qui sont là, et en plus, j'ai l'impression, sans prendre de parti pris politique, que ce gouvernement, comme ceux qui l'ont précédé d'ailleurs depuis la Révolution, n'ont pas de vision des questions économiques. Donc, ce qui renforce cette croyance chez moi, c'était dès le début en fait, parce que l'alliance au pouvoir, c'est une alliance hétéroclite qui s'est faite plus sur des facteurs politiques ou identitaires, donc laïcs, contre religieux ou autres, plutôt que sur des questions économiques. Donc on a d'un côté les islamistes qui sont plutôt libéraux, mais qui ne mènent pas vraiment une politique libérale, ou sur certains aspects. Et puis ils ont des alliés sociaux-démocrates qui ont été assez effacés, et de l'autre, le troisième parti de Marzouki, qui a quelques altermondialistes dans son sein, mais aussi des gens de gauche, de droite. Enfin, c'est assez hétéroclite tout ça. Je ne sais pas si c'est la principale raison, mais en tout cas, quand vous avez une coalition au pouvoir qui n'est pas faite sur des facteurs socio-économiques, comme on peut le voir dans d'autres démocraties, ça crée un problème. Parce que, par exemple, les islamistes sont libéraux, mais ils ne l'assument pas, donc ils prennent certaines mesures, mais en catimini. Sur d'autres, ils sont obligés de faire des embauches publiques pour que l'opinion publique soit contente. Et l'opposition n'a pas de programme clair en face. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien vu de très évident, à part de dire que le pouvoir est incompétent et que s'il y avait plus de compétences, on s'en sortirait. Donc il y a vraiment un problème de fond. Il n'y a pas eu de réforme de fond. J'ai l'impression que c'est tout changé pour que tout reste pareil, finalement. Alors je vais revenir sur les questions de fond, qui me semblent, à moi, essentielles à réformer si on veut prendre les choses par le bon bout. Et je qualifierais cette partie d'inégalité économique et sociale. On parle beaucoup d'inégalité sociale, mais on ne parle pas assez d'inégalité économique. Et à mon avis, les inégalités sociales viennent des inégalités économiques. Qu'est-ce que j'appelle inégalité économique? C'est ce que Amartya Sen appelle l'égalité des opportunités, c'est-à-dire est-ce qu'on a des possibilités. Donc, il y a l'histoire de Bouazizi, mais il y en a plein d'autres où les gens ont la possibilité d'accéder à un business, à un travail, via une activité économique
est très compliqué parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je reviendrai. Il y a aussi le problème que l'éducation n'est plus vraiment un facteur de mobilité sociale en Tunisie comme elle a pu être pendant très longtemps, malheureusement. Et enfin, le rôle de l'État aussi qui d'une certaine manière, remise en cause, puisque l'État a joué un rôle important dans le népotisme, dans la corruption. Donc, alors qu'il y a un besoin d'État important, mais cet État qui n'est pas impartial, qui est au contraire même du côté du pouvoir. Donc, ça pose toute une série de questions. Donc, les caractéristiques de long terme de la Tunisie avant la Révolution, même, c'est un taux de chômage élevé, notamment des jeunes et des diplômés. Donc, à peu près un tiers des diplômés sont chômeurs. L'autre caractéristique importante, c'est ce qu'on appelle le dualisme du secteur privé, local. Donc on a d'un côté des grandes firmes qui sont connectées au pouvoir politique, et de l'autre un énorme secteur informel. Certains disent aujourd'hui c'est pratiquement la moitié de l'économie. J'ai pas de vérification, c'est dur de faire ce genre d'enquête. Donc on a ce dualisme très important. Il y a une faible couverture de la population par la protection sociale. Et il y a des inégalités régionales et sociales, même au sein des régions favorisées, qui sont importantes. Alors, pour le chômage des éduqués, c'est dû d'une part à une croissance démographique qui a été importante à un moment donné, avec un développement rapide de l'éducation, et une spécialisation économique qui n'a pas tellement évolué dans la même direction. Donc, on a continué à faire de la sous-traitance, c'est-à-dire ce qu'on avait créé dans les années 70 pour faire de la sous-traitance pour les firmes françaises, italiennes, allemandes. C'était très bien à l'époque, mais il fallait après passer à quelque chose de plus évolué, qui embaucherait plus de diplômés. Donc ça ne s'est pas fait, et du coup, c'est l'un des problèmes. L'autre problème, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui me paraît essentiel, et ça c'est dans tout le monde arabe, c'est l'économie de rente et de privilèges. Donc ça, c'est vraiment un phénomène essentiel, c'est que les relations entre l'État et le monde des affaires sont personnalisées. Ça existe dans d'autres pays, mais dans le monde arabe, j'ai l'impression que c'est quasi structurel. Oui. C'est vraiment un problème. Sans patronage politique, vous n'avez pas le droit à toute une série d'autorisations, vous n'avez pas accès au crédit, l'impôt est discrétionnaire selon que vous êtes proche ou pas du pouvoir. Donc c'est des incitations à rester petit et informel, ou de rentrer dans le jeu si vous avez les moyens, et dans ce cas, vous pouvez vous enrichir très vite. Et cette inégalité dans l'accès au crédit est vraiment un phénomène important. On le voit, par exemple, quand on voit certains grands groupes, il n'y a pas de logique industrielle dans leur fusion. C'est parce qu'ils ont accès au crédit bancaire, donc ils vont racheter tout dans tous les domaines. Du coup, le secteur bancaire, évidemment, se retrouve avec des créances douteuses, et, voilà, et donc ça crée un cercle. Et après, il va rationner les autres qui peuvent avoir des projets innovants, intéressants, donc il n'y a plus de moyens à ce moment-là. Pour finir sur ça, il y a des réformes néolibérales qui ont été menées avec des organisations internationales. Certaines auraient pu peut-être amener des résultats. Le problème, c'est qu'elles ont été toujours utilisées par le pouvoir pour ses intérêts. Je peux donner un exemple. Les télécoms, par exemple, en Tunisie, il y avait une entreprise, puis deux. Et donc les organisations internationales disaient il faut plus d'entreprises. D'ailleurs, c'est un débat qui est présent en France aujourd'hui avec Free. Il faut plus d'entreprises pour avoir plus de concurrence et des prix plus bas. Donc le pouvoir a dit ok, je vais faire une troisième entreprise de télécom, sauf que la deuxième appartenait à un beau-fils, la troisième a été donnée à un autre beau-fils. Donc ça montre que même une réforme qui peut être à l'origine plutôt qui peut avoir un intérêt se retrouve modifiée dans un sens l'intérêt du pouvoir. Bon, je crois que là, vous avez encore 5 minutes. Si voilà, donc j'avais une partie optionnelle, je me disais, je la ferai si j'ai du temps. Je me disais, puisque je suis en France finalement, et une bonne partie du public n'est pas tunisien, peut-être que réfléchir à ce que l'Union européenne, ou éventuellement les pays de l'Union européenne, pourraient faire dans cette histoire. Alors, à mon avis, la première chose, c'est de rétablir une confiance. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont soutenu des dictatures, et donc rétablir une confiance entre les gouvernements, entre les pays, ça me paraît assez important. Et il faudrait que la Commission vraiment développe une vision stratégique. Ça n'existe pas pour la région. D'ailleurs, ça, c'est au-delà de la Tunisie, à la limite, c'est pour toute la région du sud de la Méditerranée. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'instrument de financement, genre une banque euro-méditerranéenne. C'est clair qu'aujourd'hui, l'Europe a des problèmes de financement, donc elle ne pourra pas apporter grand-chose, mais c'est plus l'instrument lui-même qui serait un signal pour les investisseurs que des moyens financiers.
Donc voilà, ce serait important de développer un cadre plutôt régional de coopération, sortir du cadre bilatéral. À chaque fois, l'Europe a préféré travailler avec les pays séparément. Donc ça, cette logique n'a pas porté de résultat jusque-là, il faudrait en sortir. Et puis peut-être, si les pays le demandent, donc si la confiance revient, si les collaborations redeviennent intéressantes, il y a un certain nombre de domaines, je pense, où l'Europe a une expérience qui pourrait être... ça me semble les questions les plus utiles, parce que des fois les bailleurs de fonds viennent proposer des projets, moi, qui ne me paraissent pas essentiels. Ça ne me paraît pas le premier souci. Par exemple, récemment, une organisation américaine est venue me dire on veut travailler sur la flexibilité du marché du travail. Je leur ai dit, moi je ne suis pas prêt de travailler sur ça, ça ne me semble pas le premier problème en Tunisie. Donc les problèmes qui me paraissent réels et où peut-être des bailleurs étrangers ou des pays qui ont une expérience, alors d'abord c'est la question de gouvernance, donc notamment les pays du nord de l'Europe, eux ils ont très bonne expérience, Suède, Danemark, Finlande, etc. C'est plutôt ceux-là auxquels je pense. Ensuite, sur le développement régional, je trouve que l'Europe a une bonne expérience, notamment avec les fonds de cohésion sociale. Alors, ça ne marche pas toujours, mais c'est quand même une expérience. Parce que nous, on n'a pas trop d'expérience sur les questions de développement régional. Sur la décentralisation, donc c'est un peu lié. Et enfin, sur des systèmes d'éducation-formation plus orientés vers le marché du travail. Et là, je pense à des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, par exemple, qui ont une bonne expérience. Donc ce serait plutôt une coopération assez technique, mais évidemment, avant toute coopération technique, il faut que les relations politiques soient bonnes et qu'il y ait une demande clairement affichée des pays du Sud suite à une vision clairement identifiée, et pas une coopération qui vient suite à une proposition des pays du Nord. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, après cet exposé très économique dans lequel on a vu vraiment l'ensemble du paysage, et je crois qu'on aura pas mal de questions à poser pour préciser ce qui a été dit d'une façon très cursive. Nous voyons maintenant les aspects sociaux de cette situation. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier l'IREMO pour cette invitation. Alors, je vais plutôt parler des luttes sociales, en fait. Donc, je vais diviser mon propos en trois parties. D'abord, je vais commencer par parler de la place des luttes sociales dans le débat politique actuel. Ensuite, je vais vous parler du rôle de l'UGTT. Donc, l'UGTT, c'est la centrale syndicale unique en Tunisie. Elle a joué un rôle clé à la fois pendant le processus révolutionnaire et actuellement dans le processus de ce qu'on appelle la transition politique. Et je parlerai plutôt de son positionnement entre les mouvements sociaux et le gouvernement. Et je finirai par les défis posés aux luttes sociales ou à ceux qui portent ces luttes-là. Donc souvent, donc, bien évidemment, c'est le 17 décembre que la révolution tunisienne s'est déclenchée, notamment pour les gens de l'intérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est les mouvements sociaux. Il y a une histoire des mouvements sociaux en Tunisie. Il y a eu régulièrement de grands mouvements sociaux, de grandes crises sociales après des vagues de libéralisation. Dans les années 70, après le programme de libéralisation de Nuira. Ensuite, dans les années 80, c'était l'époque de Thatcher, Reagan et la pression des bailleurs de fonds pour privatiser et réduire l'interventionnisme de l'État, en arrivant jusqu'au programme d'ajustement structurel imposé sur la Tunisie et dont les conséquences ont été largement détaillées et analysées. Et donc systématiquement, il y a eu des mouvements sociaux. À partir des années 2000, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux spontanés en dehors, à l'intérieur de l'UGTT, de la centrale syndicale, et aussi en dehors de l'UGTT. Donc c'est important de dire que les Tunisiens ne sont pas juste révoltés un 17 décembre. Il y a eu une histoire de lutte de ce pays qui n'était pas forcément médiatisée, mais qui était là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le départ de Ben Ali le 14 janvier? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent décrit la révolte ou la révolution tunisienne comme un peuple uni qui s'est élevé contre la dictature. Effectivement, c'est un groupe uni, tous les Tunisiens se sont levés contre la dictature, mais ils étaient motivés par des motivations différentes. Les régions de l'intérieur, et il y a l'épisode de l'Daïf en 2008 qui est très important, se sont soulevés d'abord pour des enjeux socio-économiques, et dans leur discours, il y a eu une remise en question radicale, à la fois du régime économique, politique et social.
ils ont été rejoints dans la lutte pendant l'épisode révolutionnaire par d'autres groupes sociaux qui ont focalisé plutôt leur discours sur les enjeux démocratiques et sur les libertés individuelles. Donc, pour moi, c'est important de le noter pour voir pourquoi il y a des clivages actuellement. Dans le débat public, donc juste après le départ de Ben Ali, bien évidemment, l'élite politique, qu'elle soit au gouvernement ou l'élite politique de l'opposition, ils étaient surpris par la radicalité du mouvement et la rapidité de ce mouvement. Ce qui est intéressant, c'est le lendemain du départ Ben Ali, tout le discours a été formaté selon la rhétorique transition démocratique. Donc maintenant, l'enjeu, on a cristallisé tous les enjeux autour du calendrier électoral. Et en gros, on a dit au mouvement, aux ceux qui sont révoltés, attendez un peu, merci beaucoup, vous nous avez aidé à dégager Ben Ali. Maintenant, c'est notre rôle de prendre en charge l'avenir du pays et vous pouvez reléguer au second plan vos revendications où il y a une priorité qui est la priorité politique. Donc ça, c'est une première tentative de confiscation des enjeux socio-économiques. Ensuite, il y a eu un discours, mais bon, je n'ai pas le temps de revenir dans les détails, chez toute l'élite, toute tendance confondue, criminalisation des mouvements sociaux. On l'a vu dans les différents gouvernants successifs. On a eu 4 gouvernements de transition jusqu'à maintenant. Et le discours dominant, c'était arrêter de semer le chaos, on a besoin de rassurer les investisseurs et il n'y a aucune remise en question des dysfonctionnements structurels de l'économie tunisienne. Troisième élément important dans la rhétorique, à part bien évidemment la répression policière, à l'époque de Béji Caïd Essebsi, comme à l'époque de Nahda, il y a eu systématiquement une répression policière à l'égard des mouvements sociaux dont on ne parle pas beaucoup dans les médias. À côté de ça, quand les problèmes économiques sont évoqués dans le discours politique, les problèmes économiques sont souvent réduits à un problème de corruption. En gros, il y a eu la famille régnante de Ben Ali, ils sont partis, maintenant on peut continuer avec le même système. Et comme l'a bien exposé Mohamed Ali, il y a des dysfonctionnements structurels très importants qu'il fallait remettre en question. Et ça a été complètement absent du débat. Un des dysfonctionnements structurels de l'économie tunisienne, et ça a été présenté par Mohamed Ali, c'est on a une économie concentrée sur des secteurs peu porteurs de valeur ajoutée, notamment le tourisme et le textile, qui emploie une main-d'œuvre peu qualifiée, alors que le chômage, comme vous le savez tous, c'est un chômage qui touche plutôt les diplômés. Donc la concentration du débat sur uniquement la corruption fait oublier deux paramètres. Elle empêche de remettre en question le modèle économique tunisien et elle permet aussi de continuer à maintenir l'élite économique et politique au pouvoir. Troisième élément qui a participé à la confiscation des luttes sociales, c'est la bataille politique. Vous le savez tous, il y a eu une bipolarisation dans le débat politique en Tunisie et dans la manière dont les médias français ont rapporté le problème en Tunisie sur islamiste versus laïque. Et cette rhétorique-là aussi a permis aussi de créer une myopie sur les luttes sociales. Il y a un élément que j'ai oublié quand j'ai parlé des dysfonctionnements structurels. Un des dysfonctionnements structurels qui n'a pas souvent été mentionné, c'est les liens, les accords de remède qui ont participé à entretenir, à maintenir un modèle complètement problématique. Et dans les accords de remède, on finance un certain nombre de secteurs. Les produits agricoles, mais peut-être Mohamed Ali il est plus compétent que moi pour parler de ça. Ça a eu des effets néfastes sur l'agriculture tunisienne et les Tunisiens ne pouvaient pas concurrencer en termes de produits manufacturés. Et l'accord, vous le savez tous, on vous maintient, encore une fois, élite politique, c'est un pacte entre l'élite locale et l'élite européenne. Vous êtes au pouvoir, on s'arrange et en contrepartie, vous contrôlez l'immigration. Donc ça, c'est aussi des éléments, un bilan critique quand on parle des enjeux économiques et sociaux tunisiens, un bilan critique aussi des accords au remède serait le bienvenu. Pour revenir à la bataille politique, donc il y a cette bataille politique entre l'opposition et le gouvernement qui a créé une myopie sur l'élite sociale, et la bataille de pouvoir aussi a entretenu, comme l'a expliqué Mohamed Ali,
un fonctionnement clientéliste de l'économie tunisienne. C'est-à-dire le gouvernement Nahda, le gouvernement Troïka, Nahda c'est le principal parti dans ce gouvernement-là, au lieu de s'attaquer à un régime politique, économique, qui a été largement décrié par les mouvements sociaux, a choisi, enfin la bataille pour lui ils ont gagné les élections, mais ils se sont trouvés face à un régime qui est encore là, qui est très fort et dans les postes de pouvoir. Alors, au lieu d'accélérer les processus de la mise en place de justice transitionnelle, ils ont choisi de s'accommoder de l'existant en créant des alliances avec certains anciens réseaux du RCD. Alors on ne peut pas parler du RCD au sens classique, hein. Quand je parle de l'ancien régime qui est encore là, je parle d'un réseau entre hommes d'affaires, politiques et juges et policiers qui ont participé au maintien du régime politique et économique en Tunisie pendant un certain temps et qui restent encore là. Au lieu d'affronter ça directement, ils ont choisi de s'accommoder de ça. Donc forcément, on relègue encore une fois les raisons ou les questions sociales au second plan. Maintenant, j'arrive au rôle de l'UGTT. Alors, le rôle de l'UGTT, c'est particulier, hein, parce que je pense que si on essaie de regarder la réalité tunisienne selon des grilles d'analyse française, je pense que c'est un peu handicapant. Alors, l'UGTT, c'est une centrale syndicale qui réunit toutes les tendances politiques en Tunisie. Donc, c'est pas, idéologiquement, ils ne sont pas affiliés à une tendance plutôt qu'une autre, même s'il y a bien évidemment une présence de l'extrême gauche et des nationalistes arabes très forte. Ils réunissent aussi toutes les couches sociales, hein, des petits ouvriers aux enseignants, aux médecins. Et l'UGTT a joué un rôle. Alors, l'UGTT, la particularité de l'UGTT dans le champ politique tunisien, c'est que contrairement à d'autres syndicats arabes qui étaient complètement inféodés au pouvoir, comme en Égypte ou en Algérie, la Tunisie, ou l'UGTT, a cette particularité-là de dualité au niveau du fonctionnement. Donc, il y avait un bureau exécutif complètement à la solde du pouvoir. Et il y avait des fédérations régionales et locales qui constituaient des bastions de résistance. Et c'est ces bastions de résistance qui se sont mobilisés au moment de l'épisode révolutionnaire pour encadrer et politiser le mouvement social spontané. Ensuite, l'UGTT, donc par rapport à ça, l'UGTT, c'est pas une centrale syndicale classique parce que depuis la lutte pour l'indépendance, ils ont articulé lutte politique, hein, lutte pour l'indépendance nationale et lutte sociale. Hein. Il faut savoir que l'UGT, c'est une scission de la CGT française, et cette scission-là s'est opérée justement parce que les ouvriers tunisiens se sont sentis instrumentalisés par les syndicalistes français, et donc on est à la fois ouvrier et aussi tunisien, donc on a articulé lutte politique et lutte sociale depuis la naissance de ce syndicat-là. Et cette culture-là continue à être opérante aujourd'hui. Donc, après le processus révolutionnaire, l'UGTT s'est positionné comme acteur clé dans ce qu'on appelle la transition politique. Alors, j'ai encore le temps, donc pour l'UGTT, donc juste après les élections du 23 octobre, hein, où Nahda est sorti gagnant, juste 2 mois à deux, donc il y a eu le congrès la même année, en décembre 2011, et en janvier, il y a eu un discours à l'UGTT sur le thème il faut mettre en place des mécanismes de consensus national ou de dialogue national. Et là, c'est intéressant parce qu'à côté des institutions qui ont été mises en place avec les élections, il y a eu le besoin de l'opposition, l'opposition qui était un peu faible au niveau de l'organisation, qui s'est abritée autour de l'UGTT pour dire, avec l'UGTT, on va essayer d'installer un contre-pouvoir. Et donc là, il y a eu la rhétorique, la rhétorique sur, ok, vous avez gagné les élections, mais c'est une période fragile, donc le consensus national doit être là pour gouverner le pays, et il y a eu une concurrence entre les légitimités, la légitimité électorale du gouvernement, la légitimité des révolutionnaires qui ne se disent pas représentés par l'opposition, et puis l'opposition abritée
par l'UGTT, qui était dans la rhétorique, le consensus national. Et donc là, ces trois registres de légitimité restent toujours opérants dans le débat politique. Alors, le rôle de l'UGTT, le rôle politique de l'UGTT qui était central dans la préparation des élections et jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que vous le savez tous, c'est grâce au dialogue installé par l'UGTT qu'il y a eu une sortie de crise, hein, j'espère que ça va marcher. L'UGTT était systématiquement attaqué par plusieurs partis politiques sur le fait arrêtez de faire la politique, votre rôle est social. Alors la question socialement, au niveau social, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'UGTT? Ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme tous les processus révolutionnaires, c'est l'explosion des revendications sociales. Et ce qui est intéressant, c'est l'explosion des revendications sectorielles. Et à ce niveau-là, l'UGTT, qui est un syndicat qui représente finalement les couches moyennes, hein, d'abord, ils ont eu gain de cause, c'est-à-dire ça on n'en parle pas aussi assez, c'est tous les fonctionnaires publics qui sont majoritaires en termes de syndiqués ont obtenu des augmentations salariales dans tous les domaines. Donc ça c'est un point important à savoir. Le souci se pose par rapport au mouvement des chômeurs et ce qu'on appelle largement les marginalisés. Donc c'est quand vous discutez avec eux, ils vous disent ok, l'UGTT, c'est important pour nous l'UGTT, mais notre lutte a été systématiquement instrumentalisée par l'UGTT. Donc là on retrouve la hiérarchie sociale, hein, couche moyenne, couche supérieure et puis les chômeurs et marginalisés qui, tout en disant qu'ils tiennent à l'UGTT parce que c'est un contre-pouvoir important, ils vont vous dire nos luttes ont été instrumentalisées par l'UGTT dans des enjeux de positionnement politique, dans la bataille politique. Donc encore une fois, ce qui est décrié, ce qui est critiqué par les mouvements sociaux en dehors de l'UGTT, c'est le fait que l'UGTT a privilégié le terrain politique sur l'importance ou l'urgence, encore une fois, des enjeux sociaux. Là-dessus, il y a un exemple qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une lutte sociale menée par des ouvrières de la Latelec. La Latelec, c'est une filiale d'un groupe français qui est sous-traitant d'Airbus, qui a délocalisé une partie de la production de câblage à Fouchen, dans la banlieue de Tunis. Donc cette filiale-là a connu un mouvement très important. Les ouvrières en réclamaient plus de droits et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce qui s'est passé, c'est un phénomène très intéressant, c'est que les syndicalistes de la même entreprise se sont désolidarisés des ouvrières tunisiennes, français, parce que pour eux, si on ferme la filiale en Tunisie, ce sera un boulot de plus pour les Français. C'est une lutte qui a été menée et soutenue par les sections locales et régionales, mais qui n'a pas du tout été portée au niveau médiatique par la centrale syndicale. Et c'est un épisode assez intéressant parce que ça concentre en gros les maux de l'économie tunisienne. Vous avez à un moment donné des ouvrières qui réclament d'être mieux traitées, et là on a l'enjeu ou une économie dépendante des investissements européens et notamment français. Et là, c'est assez symptomatique de la crise sociale actuelle. Maintenant, sur un point intéressant sur la manière dont l'UGTT se situe actuellement, il y a eu un front uni, ça c'est aussi intéressant. Il y a eu un front uni entre l'UGTT, le syndicat du patronat qui est le TICA, et l'ordre des avocats, justement pour mener ces discussions au moment de cette crise politique. Alors là, je profite pour dire un point important aussi par rapport aux luttes sociales, c'est que le Front populaire, qui est un mouvement qui réunit l'extrême gauche et les nationalistes arabes, qui se sont positionnés politiquement contre la bipolarisation entre Nidé Tunis, qui est représenté par un certain nombre d'hommes de démocrates, mais la plupart c'est des hommes de l'ancien régime, qui se disent d'historiens, et maintenant ils ont embauché des RCDistes purs.
et la polarisation avec les islamistes, bien évidemment. Le Front populaire a incarné à un moment donné une vraie opportunité pour les luttes sociales, pour dire, rappelant les mots d'ordre de la Révolution, hein, travail, égalité, travail, liberté, dignité nationale, et ils se sont positionnés comme le porte-parole des luttes sociales. Les deux assassinats de Chokri Belaïd et de Brahmi ont empiré la situation parce que ça a poussé le Front populaire dans une alliance avec l'ancien régime incarné par Nida et Toulouse. Donc encore une fois, c'est une autre étape dans la confiscation des luttes sociales en Tunisie qui rend l'affaire un peu difficile de ce côté-là. Donc pour revenir justement, c'est assez intéressant de voir que le Front uni entre l'UGTT, l'UTK et l'Ordre des avocats institué ou construit selon la rhétorique de l'unité était le même en 1959, hein, parce que Bourguiba, il a dit au moment de l'indépendance, il a dit bon, on était unis contre le colonialisme français, maintenant vous les marginalisés ou les démunis, il faut surtout faire attention à ne pas tomber dans l'animosité vis-à-vis de ceux qui sont plus riches. Maintenant, unissons-nous, patronat, syndicats, pour construire le pays. Donc c'est une rhétorique très intéressante qui reste opérante jusqu'à aujourd'hui. Donc de la même manière, on trouve encore une fois cette alliance inédite entre le patronat et le syndicat unique du pays pour dire, encore une fois, vous les petits pauvres, attendez encore, on arrange les choses et après on verra comment on va marcher. Sauf que la nouveauté et ce qui est original en ce moment, c'est que ceux qui portent les revendications sociales et économiques ou ceux qui portent les luttes sociales, ils se sont pas calmés, hein, malgré les différentes injonctions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on continue à trouver des dynamiques locales très intéressantes, plusieurs associations. Par exemple, il y a des gens qui se mobilisent pour l'annulation de la dette, il y a des associations régionales un peu partout, à Sidi Bouzid, à Gafsa, à Siliena, il y a les chômeurs qui continuent à être, l'union des diplômés chômeurs qui continue à être très active, même si on n'en parle pas du tout dans les médias. Par contre, le problème qui se pose pour ces différentes organisations ou différentes associations qui ont émergé, c'est le risque de fragmentation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mobilisations locales et il n'y a pas assez d'articulation, ils n'ont pas encore atteint une masse critique qui leur permet de peser sur le débat politique. Donc un des défis qui se pose pour ceux qui portent les luttes sociales, c'est justement comment atteindre la masse critique. On a des défis organisationnels. Hein. Vous savez qu'une dictature, ce qu'elle fait d'abord, c'est casser le travail politique. Donc là, on est en train d'apprendre à travailler collectivement et ça, c'est le vrai enjeu qui se pose aux Tunisiens. L'autre aspect aussi positif, c'est que, et je finirai là-dessus, hein, positif pour ceux qui portent les luttes sociales, c'est que maintenant, il y a des clivages très importants qui sont transversales dans tous les partis politiques tunisiens, de Nahda, des islamistes, au Front populaire, à Nida et Toulouse, et ces clivages-là, qui sont plutôt d'ordre transversal, opposent ceux qui disent on a trop négligé la question sociale et économique, il faut la remettre au centre des débats, et ceux qui disent non, la priorité est encore à la bataille purement politicienne. Et donc de ce point de vue-là, je pense que là, vous l'avez vu, ceux qui suivent la situation en Tunisie, voient à quel point les alliances politiques se décomposent et se recomposent du jour au lendemain. Et je pense que ce qui se passe maintenant en tant que clivage montre qu'il y a l'espoir que ces clivages-là remettent la question sociale et la question aussi annexe qui est très importante, qui est celle de la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle est très importante parce que, justement, dans la dénonciation du régime économique et politique qui a gouverné le pays pendant 50 ans, on ne peut pas passer à autre chose si on ne met pas en place des mécanismes de justice transitionnelle qui permettent d'envisager un autre mode de gouvernement en Tunisie. Et j'arrête là. Merci. Merci, très éclairant, original aussi, et je pense pour beaucoup d'entre nous qui sommes en France.
une découverte de ce qui se passe sur le terrain et que nous ne voyons pas parce que ce n'est pas du tout relayé dans la presse et même pas non plus sur les sites internet. On n'arrive pas à le savoir.